cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin, ce frais matin, Abdelfarid Ali, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être dans nos murs ce matin. Merci pour le déplacement effectué. Merci de toujours être fidèle à nos programmes sur ESAE TV. Je rappelle que vous êtes expert en numérique et cybersécurité. Je suis avec Atifa Olafa qui est restée avec moi. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Alors avec vous, on parlera d'hameçonnage, d'élection et de cybersécurité. Mais avant, j'ai quand même envie de vous poser une ou deux questions sur le panel de discussion de ce matin. Est-ce que vous avez eu une fois une meilleure amie? Et si vous tombez amoureuse d'elle, qu'auriez-vous fait? Ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire. Oui, des meilleurs amis, oui, forcément. Oui. Après, bah, sur le volet sentimental, ce n'est pas forcément des sujets simples, on va dire ça comme ça. En ce qui me concerne, personnellement, je pense que j'ai réussi comme je pouvais à faire la délimitation, voilà, pour ne pas tomber de l'autre côté, parce que ça peut être compliqué à gérer. Il y a des amitiés qu'on a envie de garder coûte que coûte. Il y a des amitiés qu'on a envie de garder coûte que coûte. Pourquoi on a envie de garder certaines amitiés coûte que coûte? Alors, je vais dire qu'il y a peut-être des liens même plus forts que l'amitié, où on peut se dire que si jamais on franchit la barre et que ça se passe mal, en dehors de l'amitié, ça peut même impacter notre entourage. Tout à fait. L'amitié, c'est peut-être certes facilement entre deux personnes, mais des fois, en fait, c'est plus large que ça. C'est aussi notre cercle et parfois même la famille. Voilà. Donc, ce n'est pas des sujets simples. Il faut bien analyser le contour, voilà, avant de décider de franchir le pas ou non. Mais est-ce que le fait de tomber amoureux ou amoureuse de son ami ne serait pas en quelque sorte trahir les liens qui existent entre vous? Parce qu'il y a de ces personnes-là, dès qu'il avoue à son meilleur ami ou à sa meilleure amie qu'il a des sentiments pour cette personne, ça peut porter atteinte aux relations qui existaient déjà entre l'un et l'autre. Je comprends. Je comprends. Après, libre à chacun d'avancer comme elle souhaite. Des fois, oui, c'est bien de le dire, je veux dire, dans des cas, pour se libérer parce que ça nous pèse dessus. Voilà. Ouais. Et dans des cas, il faut analyser tout le contexte comme j'ai dit. Voilà. Si par exemple, je suis avec une amie d'enfance, nos parents se connaissent très très bien, voilà, et que peut-être je sens que de l'autre côté, la réceptivité y est, même s'il y a réceptivité, et qu'on franchit ce pas-là, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Mais il ne faut jamais rester dans la négativité. Des fois, il faut prendre le risque, y aller, et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Rester toujours cordial, bienveillant envers l'autre, parce qu'on ne sait pas de quoi demain fait. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas possible, mais il se peut peut-être que demain, dans d'autres conditions, que cet amour-là puisse mieux s'épanouir. Mieux s'épanouir. Alors, on parle de hameçonnage. C'est quoi l'hameçonnage? Alors, aujourd'hui, avec le développement du numérique, de nouveaux risques ont surgi, dont celui de l'hameçonnage. C'est quoi l'hameçonnage? Généralement, le but de l'hameçonnage va être de chercher
à nous faire exécuter des actions dans le but, par exemple, de récupérer nos informations personnelles ou même nous inciter à installer des programmes malveillants pour prendre le contrôle de nos appareils. Ça se manifeste concrètement comment dans la vie? C'est les centaines, voire même des milliers de mails non sollicités qu'on reçoit, dont les contenus sont plus ou moins alléchants et qui nous incitent à cliquer sur les liens qui sont contenus dedans. Donc, vous parlez aussi des fausses publicités là, qui arrivent parfois dans certaines applications. Alors, donc, il y a plusieurs versions. Il y a la version où je récupère des emails de personnes et je spam ces personnes en espérant que dans le volume, 1%, 2% vont cliquer, vont se faire prendre. Il y a aussi le modèle où, avec vos numéros de téléphone qui sont publics sur Internet, je fais la même chose ou recevez des SMS avec différents types de liens, avec des contenus plus ou moins alléchants pour vous inciter à cliquer, à aller voir. À cliquer. Ouais, à cliquer. Aiguiser la curiosité en fait. Exactement. Alors, je prends un exemple simple. Là, on va rentrer dans la période du Ramadan. Donc, j'imagine peut-être des tentatives de mails ou de SMS reçus en disant cliquez sur tel lien pour recevoir votre package pour passer le Ramadan proprement, contenant des sacs de riz ou tout ce que vous voulez pour 2-3 000. Voilà, mais avant ça, faites un western ou bien un paiement d'un montant insignifiant. Donc, en fonction des périodes, les personnes malveillantes travaillent aussi leur ingéniosité, voilà, pour préparer aussi le script, pour que le script soit accrocheur par rapport au moment, pour que, en fonction de notre condition, ce jour-là, qu'on se laisse peut-être aller facilement en cliquant et puis en faisant... Mais ce que moi je veux savoir, est-ce que l'hameçonnage est différent du piratage? Alors, l'hameçonnage est une technique de piratage dans le sens où, par exemple, je peux créer un mail en utilisant le template de votre banque. Si votre banque, c'est la Société Générale, par exemple, je peux créer un email en utilisant le squelette de la Société Générale et en mettant un lien vers une URL qui peut sembler proche de la Société Générale, mais avec le logo qui lui ressemble. Donc, celui qui ne fait pas attention aux liens et aux petits détails, va cliquer dessus, il va penser qu'il est sur le portail web de sa banque, il va entrer son identifiant, son mot de passe classique, et derrière, la personne malveillante qui a construit tout le système va récupérer comme ça la liste des identifiants, un peu les mots de passe de potentiels un peu comme certains criminels font. Ils envoient par exemple un message à Mobile Money dans lequel le numéro vient, mais on vous dit vous avez reçu tel virement, donc si vous ne faites pas attention que c'est de MTN, on vous dit de refaire encore le retrait. C'est ça, c'est ça. Alors en français on dit hameçonnage, mais en anglais on utilise le terme phishing, donc pour entendre parler aussi du terme phishing. Ok. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'hameçonnage qui se fait via Internet. À part ça, quels sont les autres types d'hameçonnage que nous avons? Alors, c'est plutôt via le canal. Donc, le canal peut être le mail, on en parlait. Le canal peut être aussi via le SMS. D'accord. Voilà. Et peut-être un dernier aspect via la messagerie vocale. Et comment identifier ces tentatives d'hameçonnage? Alors, bonne question. Alors, pour identifier ces techniques-là, la première des choses, c'est déjà ouvrir les yeux. Comment? Donc, je reçois par exemple un email. Voilà. Je dois faire attention aux détails du mail. Déjà, si c'est un expéditeur que je ne connais pas, je ne clique surtout pas sur les contenus. Donc, je regarde bien l'email du destinataire. Donc, si au niveau de l'email du destinataire, je juge que l'email correspond à quelqu'un avec qui j'ai l'habitude d'échanger, là, je dirais qu'il y a un peu moins de risque. Si dans le contenu de l'email, il y a des fautes en cascade, je peux sûrement me dire, ça là, c'est quelque chose qui a été fabriqué. Alors, aujourd'hui, il faut faire encore plus attention parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Avant, on pouvait recevoir des emails avec beaucoup de fautes, coquilles, tout ça. Aujourd'hui, en fait, avec des solutions d'intelligence artificielle, ces mêmes personnes peuvent réussir à générer des mails
plus propre et beaucoup plus alléchant. Et à la lecture, plus rapproché de la réalité. Voilà, à la lecture, on va se dire, c'est quand même beau. Voilà, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute de grammaire. Mais quand c'est trop propre aussi, il faut être prudent quand même. Voilà, il faut être prudent. Donc, je disais, donc fais attention aux emails des destinataires. Oui. Et c'est aussi pareil, côté SMS. Ok. Les SMS destinataires, est-ce que je connais cette personne ou non? Fais attention au contenu. Deuxième point, il ne faut surtout pas cliquer sur les liens qu'on reçoit via des emails, surtout d'expéditeurs non connus. Un point très important, des fois on peut être amené à lire le contenu et pas forcément cliquer sur le lien. Sachez aussi que juste en regardant le contenu de l'email, celui qui a envoyé a la possibilité de savoir que Farid a lu le mail et qui n'a pas cliqué. Parce que dans le code, en fait, qui est mis dans le mail qui est envoyé, il y a des données qui permettent de remonter l'info disant Farid a lu, même s'il n'a pas cliqué. Ce qui veut dire quoi? Si par exemple, la personne malveillante envoie un premier mail que j'ai lu, que je n'ai pas cliqué, il va se dire, bon, il a au moins lu, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas assez aguiché qu'il n'a pas cliqué. Donc, deuxième tentative, il va essayer de retravailler le contenu pour essayer de rendre le message plus attractif en espérant peut-être qu'au bout de la deuxième, troisième, quatrième fois que je me laisse tenter pour cliquer dessus. Alors, quand on reçoit ces messages-là aussi, l'objectif aussi, c'est aussi en parler à nos proches. Moi, je peux être vigilant, mais le même mail qui va m'être envoyé peut être aussi envoyé à Abdelkader, à vous aussi. Donc, dès qu'on reçoit ces types de mails-là, les signaler au niveau des plateformes mises en place par les autorités. Il se peut qu'il y ait des plateformes de signalement de contenu frauduleux. Donc, n'hésitez pas à hésiter à les signaler pour que des messages d'avertissement au global passent auprès de la population pour éviter que d'autres personnes se fassent avoir sur le même contenu. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit bémol à ce niveau? Parce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, des plateformes ou des liens du ministère même qu'on poste et qu'on dit peut-être avis de recrutement. Et on voit le logo du ministère, les informations, tout et tout. On pense que c'est des vrais liens. Mais dès qu'on clique dessus, on se dit, bon, on est sur la page du ministère. Vu que c'est une page du ministère, il n'y a pas forcément lieu de douter, par exemple. Alors, il faut faire attention à ce que je appelle les sources d'information. Donc, si par exemple, Abdelkader publie sur sa page Instagram, Abdelkader ou une autre personne publie sur sa page Instagram une photo, une image avec un contenu et puis un lien vers un site officiel, rien ne m'empêche d'aller sur le site officiel d'abord, dans un premier temps, et vérifier si l'information apparaît. Donc, de ne pas forcément cliquer au premier abord sur le lien. Donc, allez sur le site officiel, vérifier l'information, si l'information est bonne, quitte à continuer sur le site officiel que de cliquer sur, les partages de personnes, sachant que le compte d'Abdelkader peut être piraté par une personne malveillante qui derrière va créer une campagne pour essayer d'exploiter les fans d'Abdelkader pour arriver à son but. Pour arriver à son but. Alors, que peut-on faire pour limiter les possibilités d'être victime? Alors, pour limiter, éviter de cliquer sur les mails d'expéditeurs non connus, renforcer ses mots de passe sur ces appareils, mettre à jour les composants, les applications, les systèmes de ces différents appareils pour se protéger, remonter les informations de mails de phishing aux plateformes de signalement, voilà, sensibiliser nos proches dessus, et des fois même dans certaines organisations, des campagnes de tests sont effectuées à destination des collaborateurs pour permettre aux dirigeants déjà de sensibiliser, de voir dans le pourcentage des salariés qui suit les bonnes pratiques et quelle population a besoin de sensibilisation plus poussée. Donc, dans certaines organisations, ils font des tests sont faits à minima une fois par an. On voit le pourcentage. Si aujourd'hui, 50% ont cliqué, on va essayer de travailler des aspects de formation
pour espérer qu'au niveau de la prochaine campagne, qu'il y ait moins de personnes qui cliquent, tout en changeant des scénarios, des mails qui sont envoyés en lien avec l'actualité ou les priorités de chacun. Les priorités de chacun. Et à présent, on va aborder la deuxième thématique qui nous réunit ce matin, puisque vous n'êtes pas ici. Quand vous avez une fois, il faut quand même en profiter véritablement. Élection et cybersécurité, on en parle. Dites-nous pourquoi une bonne cybersécurité, pourquoi elle est importante durant une période électorale? Alors, les périodes électorales sont des périodes propices à différents actes par des personnes et puis des organisations. Et durant cette période-là, certains vont chercher à déstabiliser, vont chercher à faire de l'espionnage, et aussi iront à la recherche d'éléments financiers. Alors, aujourd'hui, en termes d'acteurs qui interviennent sur le volet élection, on peut noter les candidats eux-mêmes, leurs partis politiques, les services de l'État qui interviennent dans la chaîne, les médias, les réseaux sociaux, les acteurs de la société civile. Donc chacun à son niveau intervient dans le processus électoral. Et par rapport à ça, différentes mesures doivent être mises en place pour sécuriser, préserver les données, aussi bien des candidats, des élections. Et pour ça, chacun à son niveau doit respecter quelques consignes. Si je prends par exemple le simple citoyen qui a envie d'être candidat, le minimum serait déjà à son propre niveau de commencer par respecter les bonnes pratiques d'hygiène informatique. J'ai un téléphone qui contient des données personnelles. Sur ça, il faut que je m'assure que j'ai mis un mot de passe, que les applications sont à jour, que j'ai mis en place la double authentification pour accéder à des services de messagerie. C'est quoi la double authentification ou l'authentification forte? Ça consiste à utiliser 2 méthodes d'authentification parmi 3. Alors, on va retrouver ce que je suis. Dans ce que je suis, c'est la biométrie. Et la biométrie, ça peut être par exemple l'empreinte digitale, ça peut être l'empreinte de l'iris, ça peut être la forme de mon visage, et ça peut être même l'authentification par flux sanguin. Quand je parle d'authentification par flux sanguin, la première fois j'ai entendu parler de ça, c'était il y a presque 20 ans. J'étais à la recherche d'un stage et j'ai échangé avec un professionnel sur différents sujets sur la sécurité. Et il me parlait de différents types de méthodes d'authentification. Et on est tombé sur authentification par flux sanguin. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire en fait. Il m'expliquait en fait qu'au niveau des plateformes pétrolières, vu qu'on est en mer, il y a l'eau, l'humidité. Et ce dispositif chimique fait que certains matériaux ne sont pas adaptés dans ces contextes-là. Donc, si par exemple j'installe un matériel qui subit la corrosion, ce matériel sera inopérant sur du long terme. Donc, sur cette plateforme-là, par exemple, ils ont mis en place des systèmes où vous passez juste la main comme ça, et puis le dispositif analyse votre flux sanguin, et permet d'accéder aux différentes plateformes. Incroyable. Donc, ce que je suis, biométrie, on en a parlé. Ce que je connais, c'est un mot de passe, par exemple. Et le dernier facteur, c'est ce que je possède. Ce que je possède, ça peut être une carte à puce. Voilà. Ça peut être aussi ce qu'on appelle un token RSA. Un token RSA, c'est un objet qui génère des séries de chiffres à des moments donnés, à des fréquences données. Par exemple, toutes les 3 minutes, toutes les 6 minutes. Ce qui veut dire que si tu utilises ce code-là va changer, donc personne ne va plus l'utiliser. Voilà. Donc, méthode forte égale à au moins 2 des 3 facteurs que j'ai dit là. Ce qui veut dire que si par exemple je veux utiliser une solution d'authentification forte, ça peut être par exemple ce que je connais, mot de passe, ce que je possède, une application pour recevoir un deuxième code dessus, ou bien l'empreinte biométrique. Alors, pour revenir, donc je parlais
on parlait... De l'importance Ouais, de la voilà, bonne donc, cybersécurité. exactement. Donc, on parlait des moyens de réduire de se protéger. Voilà. Donc, Oui. renforcer les messageries avec l'authentification forte. Oui. Voilà. Faire attention au partage d'informations. Parce qu'il est mis au niveau de la place publique est mieux de la place publique. Si je reviens au niveau des partis politiques, là à plus grande échelle, là c'est sensibiliser chacun des potentiels candidats au niveau du risque numérique. Voilà. Identifier un correspondant, un référent en charge de la sécurité qui va se charger de s'assurer que les systèmes d'information qui sont utilisés par le parti, les militants, les futurs candidats respectent de bonnes mesures de sécurité et être en mesure d'investiguer, voilà, d'aider à remédier des défaillances. C'est aussi de réaliser des audits de sécurité sur les systèmes d'information qui sont utilisés au sein du parti. J'imagine peut-être que certains partis sont structurés où ils ont les informations de leurs militants, de leurs futurs candidats sur des machines, des serveurs qui sont peut-être reliés à Internet et compagnie. Donc, pour éviter que quelqu'un depuis Internet puisse s'introduire dans le système pour voler les données des militants ou des futurs candidats avec leur niveau de positionnement. Voilà, donc c'est bien de renforcer ce dispositif. Si je prends le cas de l'État, l'État pourrait mettre en place des plateformes dématérialisées où au lieu de venir avec des cantines de dossiers des militants, on peut créer une plateforme en disant tel parti, les partis, vous avez une plateforme, vous pouvez charger dessus les dossiers de tous les candidats. Comme ça, nous, tout est chargé, ça facilite l'analyse et puis on peut vous faire de retour automatiquement sans forcément être obligé de traîner des cantines de documents papier. Le papier physique. Exactement. Donc par rapport à ça, si ces plateformes-là sont mises à disposition, ça assure aussi que ces plateformes-là ont fait l'objet d'évaluations de sécurité et que le candidat Farid qui s'est connecté dessus pour déposer son dossier ne puisse pas avoir accès au dossier du candidat Abdelkader de l'autre côté. Voilà. Ok. Alors, hormis ces différentes options que vous avez citées, Oui. quels sont les bons exemples de pratiques à mettre en œuvre pour éviter une cybersécurité en période électorale? Alors, le risque zéro n'existe pas. Ce qu'on fait généralement en fait dans tout, c'est essayer de mettre en place différentes mesures pour limiter ce risque-là. Ok. Voilà. Et par rapport à ces différentes mesures, chacun est acteur. L'État est acteur, donc par rapport aux solutions mises en place par l'État, l'État doit s'assurer que ces solutions sont efficaces, robustes, avec des tests qui sont faits dessus pour identifier les vulnérabilités et puis les corriger. Tout à fait. Au niveau des partis politiques, ils centralisent les éléments sur leurs candidats. Donc c'est sensibiliser ces candidats, s'assurer que chacun de ces candidats-là fait attention sur les moyens de communication utilisés, le partage d'informations, et qu'au niveau aussi de ces partis-là, qu'il y ait des dispositifs de gestion de crise mis en place pour être en mesure de réagir rapidement s'il y a une crise interne. Et les médias aussi ont aussi leur rôle à jouer. Ces médias ont aussi des comptes. Vous ne souhaitez pas que des organismes criminels ou bien des groupes criminels réussissent à pirater votre compte et depuis votre compte en période électorale postent des fake news. Certes, il y a peut-être des agences de répression, mais l'idée en fait c'est prévenir que guérir. D'accord. Voilà. Donc que chacun soit vraiment acteur du dispositif et contribue à sensibiliser, aider à respecter les bonnes pratiques. Merci à vous, Abdel Farid Allé. Je rappelle que vous êtes expert en numérique et cybersécurité. Merci pour ce moment riche d'enseignements et également de bonnes pratiques. Je rappelle qu'on a eu à échanger sur l'hameçonnage et l'importance d'une bonne cybersécurité en période électorale. Merci à vous, merci à Tifa Olafa d'être resté avec moi pour conduire cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes. On se retrouve demain avec le même plaisir. Belle suite de programme sur ESAE TV.